Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Où terminent nos déchets ? Comment sont-ils valorisés ? Quid des restes de nos assiettes ? Dans ce nouvel épisode, Jean Leonetti nous explique comment Antibes a gagné son autonomie en matière de gestion des déchets. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. On est en pleine semaine de l'opération Tous au compost. Pour les Antibois, c'est l'occasion d'aller chercher gratuitement tout le matériel pour pouvoir composter. Depuis l'installation de sites publics de compost dans tous les quartiers d'Antibes, est-ce que les Antibois jouent le jeu ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne bien parce qu'il y a un côté d'abord ludique et puis en même temps, il y a un objectif environnemental. Le compost, on ne doit pas le brûler. C'est tellement recyclable éternellement que le déchet vert et le compost sont des éléments qui doivent être au cœur du recyclage. Donc effectivement, on a distribué des composteurs individuels pour les gens qui ont un jardin et qui peuvent faire leur compost, ce qui n'est pas désagréable non plus en termes de jardinage. Et puis il y a les composts maintenant en composteurs collectifs et on en a une cinquantaine avec dans chaque quartier un centre de compostage dont l'image la plus parlante est celle des Samboules. Donc vous amenez votre compost. Juste pour rappeler aux gens ce que c'est, le compost, c'est le reste de nos assiettes en gros. Oui, pas de toutes nos assiettes, de nos assiettes recyclables. L'os de poulet, ça ne fait pas de compost. Par contre, l'épluchure de la pomme de terre, ça fait du compost. Donc, il y a un petit apprentissage à faire, mais justement, il y a cette rencontre pédagogique. Chaque fois qu'on donne un composteur individuel, chaque fois que les gens se rendent à un centre public de compostage, on leur fait ce petit apprentissage de dire qu'est-ce que c'est qui se recycle, qu'est-ce que c'est qui ne se recycle pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils participent aussi au jardin public, puisque je crois que ce compost est aussi utilisé par nos jardiniers. Il est utilisé dans les jardins publics et puis il est utilisé aussi dans les jardins partagés, c'est-à-dire on développe maintenant dans chaque quartier des jardins partagés où les gens vont cultiver leurs tomates et se rencontrent, ça crée un lien amical, social, et là aussi, on récupère son compost. Donc, il y a un cycle qui est assez visible de la part de l'utilisateur et du citoyen. J'amène mes déchets compostables et je repars avec du compost. À propos de nos poubelles, des ordures ménagères, là pour le coup ça concerne vraiment tout le monde, quelle est la part du tri ? Comment elle évolue ? Est-ce qu'elle est grandissante ? Est-ce que les gens participent de plus en plus au tri ? Oui, bien sûr, il y a encore des progrès à faire, mais on voit encore dans nos poubelles grises, on voit encore du verre, on voit encore des emballages, et c'est dommage parce que là aussi, on peut recycler complètement. Par exemple, le verre, c'est du carbone qui peut être totalement recyclé. Néanmoins, on est les meilleurs trieurs. Quand je dis on, c'est la communauté d'agglomération et la ville d'Antibes. On est les meilleurs trieurs du département et très loin devant le tri qui s'effectue en France. Donc l'image de dire oui, mais le tri c'est fait pour les Nordiques, les peuples allemands, les Scandinaves. Donc à Antibes-Juan-les-Pins, on est au sud et on trie bien. Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore améliorer, qu'on ne trie pas suffisamment ? Une méconnaissance des règles du tri ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? D'abord, il y a deux situations. Il y a le citoyen qui est là tout le temps, et puis il y a le citoyen touriste qui vient, et lui, il faut lui rappeler les règles. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail dans les syndics d'immeubles pour afficher la méthode qu'on doit utiliser pour trier. Le deuxième, c'est bien entendu l'évolution de nos concitoyens. Je pense qu'ils sont de plus en plus conscients d'un double effet. Le premier effet, c'est un effet développement durable. Il vaut mieux effectivement recycler nos déchets que aller à l'usine de valorisation. Et puis le deuxième, c'est le prix. Chaque fois que la vertu amène l'économie. Donc écologie et économie se marient puisqu'on a obtenu, grâce aux efforts de chaque citoyen, une diminution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui maintenant est à 8,5, ce qui est très 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 largement au-dessous de la moyenne nationale et au-dessous de la moyenne départementale. Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est ce qui n'est pas trié, ça finit brûlé. Donc Alors ça finit à brûler, mais pas non valorisé, puisque l'usine des Samboules maintenant a deux critères. Le premier, c'est
un critère sanitaire très strict. Quand on me dit oui, mais c'est dangereux parce que qu'est-ce qui part dans l'air? Il part dans l'air l'équivalent de 3 barbecues par an. Donc, effectivement, il y a de nombreux filtres, de nombreux contrôles et c'est bien la moindre des choses. Et puis le deuxième, c'est qu'on produit de l'énergie. Et on produit de l'électricité. On produit entre 10 000 et 15 000 équivalents habitants en production d'électricité. Malheureusement, on ne peut pas le donner aux citoyens directement, mais on le revend. Et donc, on a effectivement des coûts et des prix de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui diminuent. Donc, nos usines de traitement des déchets deviennent des usines de production énergétique. Et dans le futur appel d'offres qui est en cours, on va avoir la possibilité de faire un réseau de chaleur. Il va gérer le froid et le chaud, et il va permettre encore une économie d'énergie. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans où je brûle, où je trie. Je trie, et quand je trie, je suis efficace pour la planète et pour mon portefeuille. Et quand je continue à brûler, à ce moment-là, je récupère de l'énergie qui devient de l'électricité. Vous ne craignez pas en disant ça que les gens se disent après tout, puisque ça produit de l'énergie, je vais lever le pied sur le tri? Oui, bien sûr. Il y a une petite contradiction. L'usine, elle traite 160 000 tonnes d'ordures ménagères. La CASA a diminué de 20 000 tonnes ce qu'elle envoie à l'usine d'incinération. Malheureusement, dans le département, il y a encore des endroits qui, à Cannes ou à Grasse, envoient leurs ordures ménagères à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas de possibilité et qu'ils n'ont pas eu la précaution de faire une gestion des ordures ménagères. Donc, on a ce qu'on appelle des vides de four, c'est-à-dire qu'on a encore des espaces libres à l'usine qui doivent absorber tout ce qui se fait dans les Alpes-Maritimes. Et c'est l'objet de ce qu'on a fait à Cap-Azur, c'est-à-dire Cannes, Grasse, Antibes et puis le Haut-Pays autour de Valberg-Péronne, de faire en sorte qu'on ait une stratégie. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à Cannes, par exemple, on va faire plutôt un traitement des encombrants. À Grasse, on va faire plutôt un traitement des déchets verts avec valorisation. Et donc, on va se trouver dans un territoire dans lequel on va avoir une complémentarité dans l'ouest du département. Après, à l'est du département, il y a une rénovation de l'usine qui est en train de s'effectuer et qui va pouvoir satisfaire aussi la partie est du département. Ça veut dire que la CASA et Antibes sont complètement autonomes dans la gestion de leurs déchets? On est autonome, mais ça ne veut pas dire parce qu'on est autonome qu'on ne doit pas essayer de gérer au mieux sur le plan financier et au mieux sur le plan environnemental. C'est un peu cette autonomie qui permet effectivement des prix excessivement bas. Sur le site de l'unité de valorisation énergétique, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, je crois qu'on ne parle plus d'usine d'incinération, oui. Régulièrement se tiennent des commissions de suivi du site en présence des autorités et des citoyens, des habitants qui viennent poser des questions. Et la question la plus récurrente, c'est celle de la pollution éventuelle lors de brûlage. Il y a une histoire. En Savoie, il y avait eu une usine qui avait été polluante, en particulier à partir des dioxines. Donc, cet élément-là a quand même alerté, heureusement, la communauté nationale et européenne, et on a mis des critères extrêmement stricts qui ont heureusement fait en sorte qu'aujourd'hui, l'innocuité est totale. Je le disais tout à l'heure, bien sûr, il vaut mieux ne pas gaspiller l'énergie, mais aujourd'hui, le risque sanitaire est nul. Donc aujourd'hui, la toxicité de l'air ambiant, si on dit quel est le principal responsable, c'est l'autoroute, et de loin. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire des efforts et des contrôles, mais c'est aujourd'hui entre guillemets anecdotique. Quand on fait un barbecue, on rejette du CO2 dans l'atmosphère et un peu de dioxine. Mais enfin, jamais personne n'a eu le sentiment qu'il est en train de polluer la planète parce qu'il mangeait quelques merguez sur le coin de son jardin. Il y a un gros travail qui est fait de sensibilisation de la population à travers beaucoup de campagnes sur le tri. Est-ce qu'à un moment, si cette prévention ne suffit pas, vous imaginez de passer au stade de la répression, du pollueur-payeur? C'est une question que vous êtes posée? Oui, on se l'est posée et finalement on a fait le choix de la prévention et de la pédagogie. Et ça a marché, parce qu'on est les meilleurs trieurs du département et même sur le plan national. Donc on a commencé par les enfants. De temps en temps, les enfants éduquent les parents.
Et donc, dans les cantines d'Antibes, il y a à la suite une gestion des déchets avec le compostage. Ce compostage, il sert à faire des petits jardins dans les écoles. Et donc, cette méthode à la fois tenace et douce a porté ses fruits. Et aujourd'hui, ils ont enseigné à leurs parents, entre guillemets, ce qu'ils faisaient à l'école, et ils sont allés dans le bon sens. Et donc, dans cette situation-là, aujourd'hui, on n'a pas de sanctions pour les gens qui mettent dans leur poubelle jaune ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune, etc. Et la poubelle grise aussi. Mais par contre, on est très répressif sur les déchets sauvages, les dépôts sauvages de déchets ou d'encombrants, parce que d'une part, les encombrants, c'est gratuit. Il suffit de téléphoner au service et 24 à 48 heures à l'avance pour avoir un service gratuit qui vient à domicile prendre vos encombrants. Et on vient même chercher votre frigo ou votre machine à laver dans votre cuisine. Donc, on a mis à disposition un service gratuit qui évite les encombrants, parce que tout ça, ça finit quand même dans la poubelle et ça finit à l'usine d'incinération. Donc, cette situation-là fait qu'on a une certaine sévérité sur les dépôts sauvages. Et d'ailleurs, c'est ce qui a le bien marché. De temps en temps, la répression, ça marche bien. Et aujourd'hui, on a une diminution très significative des dépôts sauvages sur la ville d'Antibes. Merci Jean Leonetti. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lipin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.